nous sommes 5. Le Centre Europe Direct, Europazentrum Stuttgart en Allemagne. Et puis, nous avons le grand plaisir de vous présenter aussi Sandra Schmidt de l'OFAGE et puis la députée européenne Evelyn Gebhardt comme intervenante, comme experte justement pour répondre aux questions sur la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Voilà, c'est ça le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Nos voisins allemands et la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la quinzaine franco-allemande. La quinzaine franco-allemande, c'est organisé par la région Occitanie et l'Allemagne pour montrer l'amitié franco-allemande, toutes les coopérations qui se font. Et la quinzaine a lieu du 9 au 23 octobre. Il y a beaucoup d'événements qui ont lieu entre la France et l'Allemagne. Notre webinaire, j'en ai juste un exemple. Voilà, ça c'est la thématique. Donc, je voudrais vraiment que vous participez via le chat que vous avez sur votre droite. Donc, écrivez vos questions, écrivez vos commentaires. Voilà. Pour commencer directement dans le vif du sujet, tous nos intervenants qui sont là. Donc, Robin Alves, qui travaille au Centre d'information Europe Direct Pyrénées. Est-ce que tu pourrais te faire signaler, Robin, avec la main peut-être? Voilà, je suis là. Voilà. Merci beaucoup de participer. Robin, tu vas nous... Voilà, ça, il faut éviter. Essayez de couper les micros, les participants. Robin, tu vas nous expliquer justement qu'est-ce que c'est la présidence de l'Union européenne tournante pour comprendre mieux. Ça serait ta partie. Un peu plus loin sur l'écran, vous voyez Geneviève Saint-Hubert. Geneviève, secrétaire générale de la Maison de l'Europe à Toulouse, Europe Direct. Voilà, merci beaucoup de ta participation. Un peu plus loin, vous voyez Sandra Schmidt. Sandra, vous travaillez à l'OFAGE. L'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et vous êtes d'origine allemande. Voilà, aussi. Quelqu'un d'autre qui parle aussi avec un accent, c'est très bien. Et vous êtes justement en charge de la coopération professionnelle. Donc, vous allez nous parler aussi à la fin de ce webinaire sur la partie citoyenne, comment les citoyens peuvent participer à ce dialogue franco-allemand, la coopération franco-allemande. Et puis, nous avons la députée européenne Evelyn Gebhardt, qui a disparu de l'écran. On ne vous voit plus, Madame Gebhardt. Mais moi, je me vois. Voilà, très bien. Evelyn Gebhardt, vous êtes d'origine française, vous êtes née à Paris. Vous avez fait des études entre Paris, Tübingen, Stuttgart, et puis vous avez déménagé, vous vous êtes installée en tant que Française en Allemagne en 1975, si je ne me trompe pas. Et depuis 1994, vous êtes au Parlement européen. Voilà. Donc, ça fait un bon moment, ça fait 26 ans que vous êtes au Parlement européen. Donc, je suis très, très heureux de vous avoir ici dans ce webinaire parce que je pense pour parler de la présidence allemande, il n'y a personne mieux que vous. Vous êtes d'origine française, travaillant en Allemagne. Donc, je suis très, très heureux de vous avoir parmi nous pour ce webinaire. Voilà. On va commencer par la thématique, la présidence allemande, la présidence du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est? Je me tourne vers Robin pour nous éclaircir un peu sur ces points-là. Oui, alors c'est Véronica Ferger qui fait un peu de bruit, donc j'ai coupé le micro, mais merci. Donc je vais prendre la parole par rapport à la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Très rapidement, c'est juste un petit élément un peu contextuel pour indiquer qu'est-ce que le Conseil et cette présidence tournante qui fait l'objet du webinaire, notamment la présidence de l'Allemagne. Donc, le Conseil de l'Union européenne, appelé plus communément finalement au Conseil des ministres, institution de l'Union européenne, qui réunit les ministres des États membres par domaine d'activité. C'est un peu la voix des États membres. Donc, c'est avec le Parlement européen, une institution législative. Donc, elle exerce le Conseil la fonction législative. C'est l'une des deux branches de l'autorité budgétaire et représente aussi l'Union sur les affaires extérieures. Le Conseil compte 10 formations
Par exemple, agriculture et pêche, affaires économiques et financières, ECOFIN, environnement, affaires étrangères, etc. Le Conseil se situe à Bruxelles, mais les ministres siègent également souvent à Luxembourg. Il tient une centaine de sessions officielles chaque année, au cours desquelles il adopte règlements, directives, recommandations ou avis. Voilà. Donc, comment se passent les votes au sein du Conseil? Sauf cas prévu par les traités, le Conseil va statuer à la majorité qualifiée. En fait, c'est une double majorité. Le Conseil représente donc les États membres à majorité qualifiée représentent 55% des États, représentant 65% de la population, donc États et population. Il y a une minorité de blocage qui existe. Dans certains cas, le vote est soumis à l'unanimité, notamment dans les affaires sensibles. C'est ce que font les enjeux, hein, la fiscalité, les affaires étrangères, les adhésions, etc. Donc ça, c'est à l'unanimité. Il existe une majorité simple pour les votes non législatifs, souvent les questions de procédure ou encore de règlement intérieur. Voilà, c'est une brève présentation. Mais sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la présidence du Conseil et plus particulièrement donc celle de l'Allemagne. Donc, la présidence du Conseil de l'Union européenne, ou couramment appelée présidence, n'est pas détenue par un président, comme au Conseil européen ou encore à la Commission européenne, mais est exercée par le gouvernement d'un État dans son ensemble. Cette présidence tournante a pour but de favoriser l'implication dans les affaires européennes, en fait, de tous les pays de l'Union, pour renforcer un sentiment d'appartenance des populations, mais aussi pour que chaque pays européen puisse donner sa voix et s'impliquer concrètement dans les affaires et les politiques européennes. Donc, les présidences se présentent sous la forme d'un trio, en fait, hein, c'est-à-dire que pour avoir une continuité dans l'action politique, il y a 3 présidences qui se succèdent et qui élaborent un programme commun. Par exemple, l'Allemagne, qui a pris la présidence tournante en juillet 2020, inaugure un nouveau trio qui sera suivi par le Portugal et la Slovénie en 2021. Pour la France aura la présidence du Conseil au premier semestre 2022, période lors de laquelle est également prévue l'élection présidentielle. Alors, rapidement, les compétences de la présidence. La présidence joue un rôle donc significatif dans l'organisation des travaux de l'institution, notamment dans l'impulsion du processus de décision législative et politique. Elle a pour mission donc d'organiser et de présider les réunions, y compris les nombreux groupes de travail, 9 sur 10, et d'élaborer des compromis. Donc, c'est vraiment une implication dans le cœur de l'Union européenne. Donc, place à l'Allemagne, succédant donc à la présidence croate. L'Allemagne inaugure donc un nouveau trio de présidences. La priorité de la présidence allemande est placée sous le thème « Tous ensemble pour relancer l'Europe ». Donc, le programme a pour objectif la maîtrise durable de la pandémie de Covid-19 en améliorant le dispositif de gestion de crise de l'Union européenne. Mais plus concrètement, le programme allemand, c'est une reprise durable de la croissance, notamment dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, mais aussi la protection du climat, la responsabilité sociale des entreprises, la souveraineté numérique face aux défis de l'intelligence artificielle, l'approfondissement de l'union économique et monétaire, la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que la politique européenne de voisinage. Sans oublier les questions liées à l'état de droit, suite au rapport annuel de la Commission sur l'état de droit qui a été publié le 30 septembre dernier. Bref, ça fait de nombreux sujets à aborder pour la présidence allemande et pour les présidences portugaises et slovènes l'année prochaine. Et les présidences tournantes sont aussi un symbole. Par exemple, le logo du site de la présidence allemande représente un ruban de Mobius, un ruban à une seule face, qui symbolise une Europe inclusive et innovante. Voilà pour quelques éléments contextuels sur le webinaire. Merci beaucoup, Robin. Donc, pour résumer, si je comprends bien, la présidence tournante, c'est aussi un moyen de donner aux États membres de l'Union européenne, 27, leur mot à dire. En fait, tous les 6 mois, il y a un pays qui prendra un peu les rênes pour animer le Conseil de l'Union européenne. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Et le fait d'avoir un trio permet, avant, il n'y avait pas de trio. Et donc, il y avait une discontinuité dans l'action politique avec certaines incohérences d'un pays à l'autre. Et le fait d'avoir un trio permet d'avoir une certaine continuité. Et là, l'Allemagne s'insère donc dans un nouveau trio dans un contexte aujourd'hui 2020 avec la Covid-19 qui est incertain, donc avec un rôle donc très important pour cette présidence. Très bien. Et donc, la présidence, elle devrait bien faire… si j'ose dire, coopération, mariage avec les autres institutions européennes qui sont donc,
Tu peux les rappeler rapidement? Oui, alors il y a le trio institutionnel avec la Commission européenne qui propose les actes législatifs, règlements, décisions, directives, et le Conseil de l'Union européenne qui travaille particulièrement avec le Parlement européen pour l'adoption des actes législatifs et pour arrêter le budget. Mais le Conseil de l'Union européenne s'inscrit aussi dans les orientations politiques du Conseil européen, qui est notre institution, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne pour avoir aussi une certaine continuité dans l'action politique des États membres. D'accord, très bien. Donc, j'espère que nos participants voient un peu plus clair au niveau du fonctionnement du trio, les institutions européennes. Nous avons la chance d'avoir Madame Gebhardt qui travaille dans le Parlement européen, au Parlement avec nous. Donc, je pense qu'on va comprendre un peu mieux les rôles de tout et chacun. Je rappelle que vous avez la possibilité de participer. Vous pouvez écrire vos questions, vos remarques. Et toutes les questions seront relevées justement par Ina Hubat, que je voudrais aussi introduire parce qu'elle pourra apparaître à l'écran. Ina travaille à l'Europazentrum à Stuttgart, donc c'est un peu nos collègues en Allemagne, Centre Europe Direct. Et voilà, Ina est aussi d'origine allemande et c'est elle qui va relever toutes les questions et dès qu'il y a des remarques, elle va apparaître à l'écran pour aussi transmettre vos questions, vos remarques à l'ensemble des intervenants. Alors, Madame Gebhardt, je me tourne vers vous. Vous êtes donc au Parlement européen. Vous êtes entré dans le SPD en Allemagne. Oui. Alors, tout d'abord, juste une question simple. Quelle note donnez-vous à la présidence allemande maintenant? Nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes commencés au mois de juillet. Quelle note donnez-vous actuellement à cette présidence? Et peut-être appliquons le système français, c'est-à-dire 1 sur 20 points. C'est difficile à dire parce que après si peu de temps, étant donné qu'aussi il y avait les vacances scolaires et les vacances d'été, donc le travail n'a pas vraiment commencé, n'a commencé qu'au mois de septembre, donc il est très très difficile de donner une note en ce moment à ce conseil. Disons que avec la fiscalité, donc le budget dont nous discutons en ce moment, les réponses à la pandémie qui doivent être données, je pense que ça commence à rouler. Donc je dirais peut-être 12, 13 points. 12, d'accord. Oui. Donc je sache, en France, les professeurs donnent rarement 20, ça n'existe même pas. Donc c'est plutôt 18, 17, c'est une très bonne note. 12, oui. C'est une bonne note. C'est une bonne moyenne. Hein, d'accord. Oui. Alors, je voudrais juste rappeler les priorités que l'Allemagne s'est fixées parce que chaque pays qui prend la présidence élabore un programme de travail. C'est ce que Robin vous a expliqué tout à l'heure. Quel sera notre programme pour les 6 mois à venir? Donc, je voudrais juste rappeler les 6 priorités que l'Allemagne a proposées en été 2020 et je voudrais que vous réagissiez par rapport à ça, Madame Gebhardt. Donc, la première priorité, une maîtrise durable de la pandémie Covid-19 et la relance économique. La deuxième, une Europe forte et plus innovante. La troisième, une Europe juste. Quatrième, une Europe durable. Cinquième, une Europe de la sécurité et des valeurs communes. Et la sixième, c'est une Europe forte sur la scène internationale. Voilà, ça c'est ce que l'Allemagne a proposé. Est-ce que vous partagez ça, Madame Gebhardt, ou est-ce que vous aurez aimé, en tant que députée, voir d'autres priorités, peut-être, qui vous préoccupent au Parlement européen? Non, en gros, ce sont les priorités qui nous préoccupent aussi au Parlement européen, parce que ce sont les thèmes d'aujourd'hui, ce sont les questions qui se posent et les questions sur lesquelles nous devons donner des réponses. Avec cette pandémie qui nous préoccupe énormément et qui n'est pas passée d'ailleurs, je pense qu'il y a une chose très très importante à faire, c'est d'apprendre les leçons de ce qui s'est passé au début de l'année, quand les frontières ont été fermées, où il y avait un désaccord total entre les États membres sur la réponse à donner à cette pandémie. Et je pense que le très gros travail à faire maintenant, c'est de faire en sorte que ces frontières ne se referment pas, de faire en sorte qu'il y ait des réponses communes à la pandémie et surtout aussi dans les systèmes de santé de l'Union européenne. Parce que nous voyons très bien que
la qualité des systèmes est très différente dans les États membres et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une scission entre les États membres à cause de cela. Donc, nous devons mettre nos forces en commun pour donner les meilleures réponses à tous les citoyens, toutes les citoyennes de l'Union européenne. Ça, c'est une chose très, très claire, très importante. Alors, c'est un point fondamental, Madame Gebhardt, justement. Oui. Vous êtes française, mais vous avez été en Allemagne et vous avez touché justement le point du Covid, des frontières, de la sécurité, etc. Est-ce que vous pourriez faire une petite comparaison entre nos deux États en ce qui concerne la gestion de la crise, parce que vous les vivez en Allemagne actuellement? Il est difficile de comparer parce que nous avons un système très différent. Et je pense qu'il y a des différences, bien sûr, dans la gestion, dans les réponses données à cette pandémie, mais c'est aussi un système de vie qui est très différent. En Allemagne, on se donne beaucoup moins souvent la bise, par exemple, pour se dire bonjour. Donc, on attrape beaucoup moins vite un certain virus, que ce soit le Covid ou quelque chose d'autre. Donc, ce sont des modes de vie qui sont très différents aussi, qu'il faut voir aussi derrière ce qui se passe. Ce que nous voyons, et ce qui est vraiment un très gros problème, c'est que dans tous les États membres, les systèmes de santé ont été mis à la baisse ces dernières dizaines d'années. Et là, nous devons faire beaucoup d'efforts pour les réanimer, pour faire en sorte que cela marche mieux. Ce que nous devons aussi voir dans cette pandémie, et c'est à cela que nous devons travailler ensemble, c'est aussi une politique de l'industrie commune pour faire en sorte que nous ne soyons pas aussi dépendants de pays tiers comme la Chine ou les pays d'Asie en ce qui concerne les médicaments et les masques, par exemple. On a tout à coup un problème parce que nous n'avions plus de cette industrie à l'intérieur de l'Union européenne, donc de faire en sorte que nous ayons des apports communs dans ces domaines-là. Donc, ce sont ce genre de problèmes dont nous devons travailler. Mais ce qu'il y a eu aussi, par exemple, je suis dans le Baden-Württemberg, nous sommes à la frontière avec la France, avec l'Alsace de l'autre côté du Rhin, et de voir que des travailleurs français ne pouvaient pas passer la frontière pour pouvoir trouver leur lieu de travail parce qu'on avait fermé les frontières, c'est inacceptable. Ce sont des choses que je ne voudrais pas revoir dans notre Europe, qui est une Europe ouverte, une Europe des citoyens. Et je veux dire, franchement, le virus, il ne connaît pas les frontières, ça lui est complètement égal. Hein. Il n'est pas français ou allemand ou russe, il est là. Hein. Donc, il faut gérer les problèmes ensemble. Oui, vous voulez dire, cette pandémie nous a montré à quel point cet ensemble est quand même assez fragile, parce que nous avons en effet maintenant 70 ans. L'Union européenne, nous avons nos valeurs communes, nous avons la libre circulation des personnes. Il y a un virus qui apparaît et du coup, chaque pays fait un peu comme il entend, ferme les frontières, etc. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas souhaité un peu plus de coopération, un peu plus de coordination européenne? Est-ce que là, ce ne serait pas le rôle de l'Union européenne, justement, de prendre aussi des positions fermes parfois? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord et donc on essaye de le faire. Mais je vois à l'intérieur de l'Allemagne combien c'est difficile de trouver des positions communes. D'ailleurs, vous voyez, la discussion en Allemagne en ce moment, elle est terrible parce que dans chaque Bundesland, il y a des réponses différentes. Il y a des frontières qui se font à l'intérieur de l'Allemagne. C'est absolument sidérant ce qui se passe en ce moment. Donc, de trouver des réponses communes dans l'Union européenne, ça devient encore plus compliqué. Mais c'est à cela que nous devons travailler. C'est à cela que nous devons travailler parce que nous devons donner des réponses communes à cette pandémie. Nous devons faire en sorte que les citoyens qui doivent se déplacer, que ce soit pour le travail ou parce qu'ils veulent aller en vacances, qu'ils sachent quelles sont les règles qui sont valables. Moi, j'aurais bien aimé que nous ayons une application commune sur le Covid parce que les gens se déplacent. Moi, je dois me déplacer à Bruxelles, à Strasbourg, je suis en Allemagne.
Est-ce que je dois avoir 3 applications différentes pour être sécurisée? C'est complètement idiot. Ce sont ce genre de choses-là auxquelles nous devons continuer à travailler. On a commencé, mais c'est beaucoup trop lent. Et à cela, nous devons travailler encore beaucoup plus fermement. Je voudrais revenir sur une autre priorité que nous avons mentionnée tout à l'heure, c'est justement l'Europe forte sur la scène internationale. Alors, justement, depuis maintenant quelques mois, on voit qu'il y a de nombreux conflits, en fait, autour de l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'impression que l'Allemagne gère bien à son niveau, c'est-à-dire au niveau de la présidence? Je mentionne juste, entre parenthèses, Navalny, qui est actuellement en Allemagne. Voilà. Ensuite, nous avons un problème entre Chypre, Turquie. Nous avons le problème du Haut-Karabakh. Il y a de nombreux conflits actuellement et l'Allemagne a mis justement dans le programme il faut une Europe forte sur la scène internationale. Parfois, j'ai l'impression qu'on pourrait être encore un peu plus forte, non? On pourrait être encore plus fort, bien sûr. Mais là, on voit combien l'histoire est différente dans les États membres, ce qui donne aussi des implications et des réflexes très différents dans les différentes situations. Et là, nous sommes encore dans un contexte très, très national de réflexes et de réflexion sur la politique internationale. Et à cela, il faut y travailler et longtemps, on n'a pas vraiment pu y travailler. C'est seulement depuis le traité de Lisbonne, en fait, qu'on essaye de faire une politique commune extérieure. Mais cela signifie en même temps qu'on est obligé de demander au gouvernement des États membres d'oublier leurs réflexes nationaux. Mais ils sont là. Nous l'avons vu avec la Grèce et la Turquie, les réactions très différentes de la France et de l'Allemagne, par exemple. Les premières réactions. Ensuite, on s'est mis d'accord, on s'est mis ensemble, on a discuté, on a donné une réponse commune, mais les premières réactions sont toujours très différentes suivant l'historique qu'il y a derrière les États membres. Et cela va durer encore quelques dizaines d'années parce que on ne peut pas les oublier. Mais quand nous regardons Navalny, par exemple, là aussi, on a eu d'abord des réflexes très différents. Il y a des pays qui sont plus proches de la Russie, d'autres qui le sont moins. Mais entre-temps, nous sommes arrivés, cette semaine d'ailleurs, à trouver des points communs de réponse et la Convention européenne a donné des réponses très fortes, très fortes. Moi, je ne m'y attendais pas à ce qu'elles soient aussi fortes. Mais là, on y est arrivé. Donc, c'est un point très positif que je vois. Donc, les crises en ce moment, elles semblent donner un punch, un plus de drive, comme on dit en français, plus de drive justement à la politique extérieure. Et je pense que c'est une bonne chose. Parfois, les crises sont bénéfiques aussi à l'Europe, ça s'est montré de temps en temps. Et là, ça semble être le cas aussi. D'accord, très bien. Je voudrais me retourner justement vers nos participants parce que je vois qu'il y a de nombreuses questions. Ina. Oui, pardon de vous interrompre, mais vous avez abordé tant de sujets et j'essaie de rassembler les questions selon les sujets. Alors, je vais commencer peut-être, la politique étrangère, elle vient après, mais maintenant, je voudrais commencer avec avec la première question où nous avons débuté aussi avec la comparaison du Conseil de l'Europe, du Conseil de l'Union européenne, pardon, et du Bundesrat. Est-ce qu'on pourrait comparer cela? Et la deuxième question, mais j'en ai plein encore, la deuxième question, c'est à quand les initiatives renforcées entre l'Allemagne et la France pour lutter contre les blocages liés à l'unanimité? C'est une question qui était déjà à l'avance et pardon de vous interrompre, là, je quitte et mais j'ai encore plein de questions pour un après. débat en direct, c'est du live, donc c'est très très bien, Nina. Ne t'excuse pas. Je voudrais transmettre la question à Madame Gebhardt. Écoutez, Bundesrat et Conseil, c'est peut-être un petit peu
Un petit peu, oui. Bien que le Bundesrat a plus de… les Bundesländer ont plus de force encore à l'intérieur. Disons que c'est une entité dans le Bundesrat qui est dans un État, tandis que l'Union européenne n'est pas encore un État. Hein. Donc, il faut faire une petite différenciation. Mais c'est pour cette raison qu'il y a aussi ces modes de travail très différentes quand même entre le Bundesrat et le Conseil. En ce qui concerne les questions d'unanimité, là, c'est très, très, très difficile à gérer. Le Parlement européen, il serait d'accord pour dire non à toute unanimité. Mais j'ai bien peur que les États membres, et là je ne fais pas de différenciation non plus avec la France ou l'Allemagne, sont peut-être pas trop d'accord, parce que justement, il y a cette peur de perdre une part de souveraineté de la politique nationale si on enlève un bout d'unanimité ou si on donne plus de droit au Parlement européen. C'est toujours une chose qui est très, très difficile à faire avancer. Il serait possible à l'intérieur de du Conseil aussi de prendre des décisions, d'utiliser la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité, mais ces décisions-là doivent être prises aussi à l'unanimité, et cette unanimité n'est pas là en ce moment, et elle est très difficile à avoir. Donc, je pense que c'est une des choses que nous devrons discuter dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui va commencer dans certains temps, qui doit durer pendant 2 ans, de discuter, et nous voulons que les participants, que les parties civiles prennent part à cette discussion, et peut-être que ça sera l'une des conséquences qu'on arrivera à faire sauter cette unanimité. Ça me ferait beaucoup plaisir. Vous mentionnez justement les conférences L'avenir de l'Europe. Donc, c'est une initiative aussi pour écouter les citoyens, pour les faire participer au projet européen. Je voulais juste mentionner à la marge que les centres Europe Direct aussi seront des relais, justement, qui ont été demandés par la Commission européenne à contribuer, à participer. Donc, j'espère que bientôt, on pourrait lancer des conférences sur l'avenir de l'Europe pour aborder ces sujets. Madame Gebhardt, j'aimerais aborder un autre point, justement, c'est le fameux plan de relance. Le plan de relance qui a été négocié, qui a été approuvé tout au début de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. D'abord, juste le nom de ce plan de relance, Next Generation EU, en fait, oui, EU. En France, on a beaucoup de mal avec tous les anglicismes dans l'Union européenne. Bon, il y a ces noms maintenant, ces titres, Next Generation EU, le plan de relance, 750 milliards d'euros. C'est une somme pharaonique, c'est énorme. Est-ce qu'en Allemagne, on a autant de mal avec les anglicismes? Est-ce que ça vous dérange aussi? Ou comment vous voyez ça? Non, les anglicismes dérangent beaucoup moins en Allemagne qu'en France, ça c'est clair. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que la langue allemande est un peu plus proche de l'anglais. Les Français sont beaucoup plus puristes aussi en ce qui concerne leur propre langue, hein, que les Allemands. D'ailleurs, ça se voit souvent, ça m'énerve d'ailleurs chez les Allemands aussi parfois. Moi, ma langue de travail est l'allemand parce que je suis députée élue en Allemagne. Mais souvent, je vois quand on invite des experts au Parlement européen qui viennent d'Allemagne, ils oublient tous l'allemand, ils parlent tous l'anglais, alors qu'il ferait parfois mieux de parler l'allemand parce que ce serait peut-être plus clair ce qu'ils veulent dire. Tandis que les Français, ils sont clairs, ils parlent français, point final. Moi, je trouve ça tout à fait correct puisque nous avons les traductions dans 24 langues de l'Union européenne. Donc, pourquoi ne pas utiliser sa propre langue, cela facilite aussi le travail parce que là, on est beaucoup plus clair aussi sur ce que l'on veut dire. Donc, vous nous encouragez aussi à utiliser… Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de participants à ce webinaire. Ça va beaucoup plaire ce que vous dites. Et aussi un peu les ressentis que nous avons dans les maisons de l'Europe.
où parfois, oui, on utilise le langage européen et là, souvent, c'est un langage un peu anglophone, mais peut-être on devrait tous se rappeler aussi nos cultures, nos langues. Oui, c'est la diversité et c'est une richesse que nous avons. Alors, parlons un peu contenu. Le plan de relance, donc c'est un plan de 750 milliards d'euros. Il faut quand même dire qu'il y a un changement de paradigme là, parce que pour la première fois, l'Allemagne aussi était d'accord de prendre des dettes au niveau européen. Oui. Comment vous interprétez ça? Alors ça, c'est un renversement très inattendu pour moi, je dois dire franchement. Je ne m'attendais pas à ce que ce point puisse arriver pendant la présidence allemande, parce que la discussion en Allemagne est très, très dure là-dessus, presque idéologique sur un certain point, en disant on ne peut pas accepter d'avoir de dettes dans l'Union européenne, c'est impossible. Et maintenant, nous les avons. Nous les avons. Et je pense que c'est nécessaire, parce que nous devons donner une réponse aux problèmes économiques que nous avons dans l'Union européenne, dans tous les États membres de l'Union européenne, et de dire, écoutez, ça nous est égal, faites comme vous voulez, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut une certaine solidarité, et c'est un point de solidarité que nous avons, que nous sommes arrivés à faire avancer. Et je pense que ça, c'est une très, très, très bonne chose, et je suis très contente aussi que le gouvernement allemand soit arrivé à convaincre autant les quatre qui se nommaient, comment ça s'appelait en France l'Autriche, l'Autriche, les Pays-Bas et deux pays scandinaves, le Danemark et la Finlande, je crois. Je ne suis plus sûre. Mais enfin, les quatre Suède. qui étaient… Pardon, c'était la Suède. C'était la Suède. Ah oui, merci. Merci. Les quatre frugales, non frugales, non. Oui. Donc, les quatre qui étaient complètement contre. Et là, nous avions besoin de cette unanimité et d'arriver à les convaincre à dire oui à la fin. Alors là, c'était une chose vraiment formidable. Et ça, c'est un des points où je dirais plutôt 18 points sur 20, puisqu'on ne donne pas de 20, parce que c'était vraiment très, très, très inattendu. Je pense que c'est seulement parce que c'était la présidence allemande que les Allemands ont pu le faire, que le gouvernement a pu le faire, bien qu'une majorité des citoyens allemands seraient plutôt contre, je crois. Oui. Là, mais je pense que c'est une bonne chose. Vous pensez aussi que le poids de l'Allemagne dans l'Union européenne a fait pencher la balance, parce que l'Allemagne représente quand même le pays le plus peuplé de l'Europe. Vous pensez que ça a un impact sur la présidence? Non, je pense que c'était une question un peu plus délicate encore, à savoir que ces quatre se sont rendus compte qu'ils restaient seuls, qu'ils n'arrivaient pas à trouver une majorité, et personne n'aime être parmi les perdants à la fin. Et ils étaient dans une situation de devenir perdants, et ils se sont mis d'accord à la fin pour dire bon, si on nous fait quelques concessions, alors nous dirons oui. Et ces concessions ont été faites dans le sens que au début c'était 2/3 pour un tiers de crédit et le reste de l'argent qui est donné aux États membres sans être rendu, tandis que là, on a fait environ 50%. C'est un compromis qui a été fait. On leur a attribué cela pour pouvoir avoir leur consentement sur la possibilité de faire des dettes. La possibilité de faire des dettes, elles sont pas faites automatiquement, ces dettes, mais c'est la possibilité de les faire si c'est nécessaire pour faire la relance économique dans les États membres. Très bien, très bien. Ina, comment ça se passe parmi nos participants, les auditeurs? Mais j'ai toujours des questions à reposer. Alors justement, sur ce sujet-là, il y avait la question, pensez-vous que la présidence de l'Allemagne fait avancer d'autres domaines de l'Union européenne, comme vous avez déjà mentionné, la politique extérieure, et aussi si Madame Merkel et Madame von der Leyen, la question c'est sont-ils d'un avis et ont-elles les mêmes objectifs en termes de gouvernance européenne? Et la question, c'est ce binôme, je dois le lire, force-t-il le poids diplomatique de l'Allemagne lors des négociations internationales? Et il y a une troisième question dans le chat.
est-ce que le principe des présidences tournantes n'est pas dépassé? D'ailleurs, cela n'existe plus pour la politique étrangère. Voilà, ce sont 3 questions, il y en reste encore. Merci, madame. Écoutez, la présidence allemande peut faire avancer des choses, mais elle ne peut faire avancer les choses que si tous les États membres sont d'accord pour le faire. Une présidence toute seule n'a pas, ou un gouvernement tout seul, que ce soit l'Allemagne ou la Grèce, c'est égal, ou la France, ne pourra jamais faire quelque chose si les autres ne sont pas d'accord pour le faire, surtout s'ils sont à la présidence du Conseil, comme c'est le cas pour l'Allemagne en ce moment et comme ce sera le cas pour la France en 2022. Donc, il faut faire très attention. Moi, je suis tout à fait pour une relation très forte entre la France et l'Allemagne, parce que nous avons fait l'expérience dans l'Union européenne que les propositions franco-allemandes, quand elles sont arrivées à les faire, parce qu'on part de points de vue parfois très différents, ça peut être une bonne approche, mais il faut surtout faire attention à ne pas donner l'impression qu'on veut faire la politique pour tous sans leur demander leur avis. Si la France et l'Allemagne se mettent à dire on s'est mis d'accord et puis vous les autres, les 25 autres, vous devez nous suivre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire il faut convaincre les autres aussi, il faut leur parler, les discuter avec eux. Mais le poids de la France et de l'Allemagne dans l'Union européenne sont assez forts, c'est vrai. Ce sont de grands pays, ce sont 2 pays qui sont à l'origine de cette Union européenne et cela fait quand même une certaine prise. Et l'autre question était aussi, est-ce que Ursula von der Leyen et Madame Merkel sont du même avis? Bon, c'est un peu générique, mais… Non, elles viennent du même parti. Hein. Elles sont amies, donc elles auront beaucoup de points communs, bien sûr, mais elles ont des rôles très, très différents. Très différents. La Commission européenne et la présidence de la Commission européenne, elle a son rôle européen à jouer. Et elle doit travailler pour les citoyens européens de tous les pays. Tandis qu'un gouvernement, il travaille plutôt pour ses citoyens, lui. Dans la présidence, on doit bien sûr penser aux autres citoyens aussi, on devrait le faire tout le temps d'ailleurs, donc c'est une autre approche de la politique. On ne le voit pas toujours. Je ne sais pas combien elles se parlent entre elles quand on ne le voit pas, mais elles ont des rôles quand même très différents à jouer. Et il se peut très bien qu'à un moment ou un autre, elles aient des dissensions. Ça, ce serait normal en politique parce qu'elles ont des rôles différents à jouer. Et pour la question, est-ce que la présidence tournante est un peu dépassée? Oui. Peut-être oui. Me retourner aussi à Robin Levesque du Centre Europe Direct dans les Pyrénées, parce que tu nous as donné une excellente introduction sur le fonctionnement. Quel est ton point de vue? Est-ce que c'est dépassé ou dans une Europe à 27, peut-être bientôt à 30? Ou est-ce que c'est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est… Moi, je trouve que les présidences tournantes ont un sens, mais peut-être notamment pour les pays comme précédemment, il y avait eu l'Estonie qui a pris la présidence. Et c'est vrai que l'Estonie, par exemple, c'est un pays qui a peut-être du mal à porter sa voix au sein de l'Union européenne, peut-être écrasé, entre guillemets, par de plus gros pays. Et ça permet à un pays de vraiment s'impliquer dans la vie de l'Union européenne. Donc, ça, pour moi, c'est intéressant. Alors, en effet, après, s'il y a 30 pays, s'il y a plus de pays, mais ça, pour moi, c'est, et en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, à mon avis, ce système risque de perdurer avec ses avantages, avec ses inconvénients, comme un peu tout, un peu dans l'Union européenne, mais qui a quand même le mérite d'impliquer chaque pays, chaque gouvernement de pays dans des travaux en lien dans le cadre d'un trio. Donc, ça me semble assez intéressant. Merci beaucoup. Ina, est-ce qu'il y a d'autres questions
de la part des… Oui. J'ai encore la question. Où est la place? Ça vient un peu aussi à l'OFAGE. Enfin, c'est une question qui s'adresse aussi à l'OFAGE pour plus tard, parce qu'il y a aussi une question sur les activités de l'OFAGE. Mais la question précise, c'est où est la place des citoyens dans le dynamisme franco-allemand. Donc, où les citoyens peuvent-ils s'activer pour selon votre avis, pour faire progresser ce moteur franco-allemand. Et les deux autres sujets qu'on n'a pas encore abordés, c'était les questions sur la migration, sur Lesbos et Moria et toutes ces questions-là. Est-ce que vous voyez un progrès là-dedans ou comment ça pourrait se développer? Et le troisième grand sujet que nous n'avons pas encore abordé, où il y a aussi plusieurs questions, c'est sur la question du Brexit. Où sommes-nous avec l'Angleterre? Donc, ce sont encore 3 questions. Très bien. Alors, pour la question de la place des citoyens, je voudrais mettre ça un peu plus tard parce que nous avons 2 autres experts avec nous qui travaillent beaucoup sur ces questions justement de citoyenneté franco-allemande. Mais sur la question de l'immigration, par exemple, c'est un problème que nous avons depuis 2015. Tant que je sache, l'Allemagne a déclaré d'accueillir des personnes, des mineurs, je crois surtout, des îles de Lesbos. Et tant que je sache, c'est le seul pays de l'Union européenne actuellement qui a fait ça. Est-ce que… Le Luxembourg aussi. Le Luxembourg aussi. Oui. En effet, après ce qui s'est passé à Moria, et même avant, l'Allemagne avait déjà dit que nous étions prêts à prendre quelques jeunes et aussi des familles avec des petits-enfants. Et c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, nous avons augmenté le nombre de personnes qui ont été accueillies. Et il y en a un certain nombre qui sont déjà arrivés d'ailleurs en Allemagne. Ce sont des familles et des jeunes sans parents qui ont déjà eu une réponse positive sur leur demande d'asile et qui n'avaient pas trouvé de pays d'accueil jusqu'à maintenant. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Ça ne suffit pas parce qu'il y en a beaucoup plus qui ont besoin aussi d'aide les migrants. Et là, nous avons besoin d'une politique européenne tout autre de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et là, je dois dire franchement, j'ai été très, très déçue par le pacte sur l'immigration que la Commission européenne nous a proposé parce qu'en fait, les principes de base qui sont les problèmes restent tels quels. C'est-à-dire que les États dans lesquels les personnes arrivent, les fugitifs arrivent en premier, ces États membres restent ceux qui doivent gérer le tout. On leur dit on va vous aider à gérer les frontières et des choses comme ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et là, je pense que nous allons encore en discuter beaucoup au Parlement européen parce que ce sont 5 textes de loi qui ont été proposés au Parlement européen qui sont arrivés maintenant. Nous n'avons pas encore fait les analyses approfondies, mais le problème principal, c'est que faire avec les États membres qui ne veulent absolument pas accepter cette solidarité qui est nécessaire dans l'Union européenne aussi dans ce domaine-là. Alors, même si les textes ne sont pas encore votés, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors selon vous? Parce que ça fait 26 ans que vous êtes au Parlement européen, vous connaissez la structure de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ce problème? Ça, c'est le gros problème. Dans cette question, c'est la question d'unanimité qui nous pose un gros problème parce qu'il y a toujours un pays qui dit non. Donc, on ne peut pas faire vraiment de règles claires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons discuté au Parlement aussi de donner une réponse dans le sens il serait bon, mais on n'arrive pas à avoir une majorité pas au Conseil du moins, de faire un fonds d'immigration dans lequel tous les États membres payent et dont
et l'argent va aux communes qui sont prêtes à accepter des fugitifs. Oui. Et donc, tous les pays payent, mais seulement ceux qui acceptent des fugitifs reçoivent de l'argent. Et très concrètement, pour les sites dans lesquels les fugitifs sont acceptés. Ça, c'est une des réponses que nous avons essayé de donner, mais comme je vous l'ai dit, on n'arrive pas à faire passer au Conseil cette position. Ça, ce serait une des choses qui pourrait faire bouger un peu, hein, qui pourrait faire bouger. C'est de la solidarité par le biais de l'argent, si vous voulez. D'accord. Après, l'autre question, c'était autour du Brexit. Alors, je ne sais pas, est-ce que la présidence allemande peut vraiment intervenir dans ce sujet? Où sommes-nous actuellement? Non, disons que le travail, c'est le travail de la Commission européenne. La présidence allemande a dit très clairement, nous soutenons le travail de la Commission européenne tel qu'il est fait. Nous n'allons pas nous ingérer dans le travail que M. Barnier, par exemple, est en train de faire. Le gros problème, d'ailleurs, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est pas l'Union européenne. Le gros problème, c'est le gouvernement britannique de M. Boris Johnson, qui nous a démontré qu'il n'était pas prêt à respecter des textes qu'il a signé lui-même, ce qui nous donne évidemment une très mauvaise impression. Bon, on essaye de faire un texte commun, mais est-ce qu'il va les respecter après? Ça, c'est une très très grosse question que nous avons. Et ce que M. Johnson voudrait avoir, c'est d'avoir accès au marché intérieur de l'Union européenne sans avoir à respecter les règles qui régissent l'Union européenne. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter en tant qu'Union européenne, parce que là, nous avons à faire un travail vraiment très clair de protection de nos citoyens à nous. Et donc, ça, c'est une des questions. Donc, pour l'instant, c'est très ouvert. On ne sait pas encore, est-ce qu'il va y avoir un Brexit sans règles ou est-ce qu'il y aura un Brexit avec règles? Pour l'instant, c'est encore très peu clair. Très bien. Alors, c'est super qu'il y a autant de questions de la part des participants. Ina, je te vois à l'écran, donc ça veut dire qu'il y a des questions. C'est très, très bien. C'est le sens d'un débat. Je voudrais juste pas oublier qu'il y a un dernier sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la place des citoyens dans la dynamique franco-allemande. Alors, je voudrais dire peut-être un dernier tour, Ina, peut-être 2-3 questions rassemblées, si c'est possible. D'accord. Je vais essayer de rassembler les 3 dernières questions. Il y a encore une sur la présidence en général. Que peut-on faire dans 6 mois de présidence? C'est une première question. Et la deuxième, c'est tout autre chose. Compte tenu de la crise sanitaire, la dépendance envers la Chine et les pays émergents en termes d'industrie s'est bien manifestée. Est-ce qu'il y a des discussions pour relocaliser l'industrie au sein de l'espace européen? Est-ce que l'Union européenne a les moyens de forcer les multinationales européennes à relocaliser leur activité en Europe? Et la troisième et dernière question, c'est, il y a encore une autre, pensez-vous que la présidence jumelée de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU et au Conseil de l'Union européenne peut offrir des perspectives? Et la toute dernière, Brexit, sur le Brexit, De Gaulle n'avait-il pas raison? Point d'interrogation. Bon, je vous rassure, Madame Gebhardt, j'ai noté les questions en même temps. Oui, c'est bon parce que… Mais ils sont dans le chat, je peux toujours les répéter. Oui, donc, ils sont pas 5 minutes, pas plus. Alors, en 6 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? En 6 mois, on ne peut pas faire grand-chose, mais comme ça a été déjà dit, ce sont 3 présidences qui travaillent toujours ensemble, l'une après l'autre, donc pour mettre quelque chose sur la voie ou finir quelque chose qui a déjà commencé au point de vue politique. Mais on peut donner des accents aussi sur la politique européenne, mettre des accents forts sur un domaine ou un autre, et cela dépend évidemment de ce que la présidence ou ce gouvernement
aimerait bien voir mis sur place. Et ça, il y a une certaine incidence là-dessus. D'accord, très bien. Ensuite, il y avait cette question sur la dépendance, Ina. Non, c'était avec l'industrie, si les multinationales européennes seront relocalisées, ou est-ce qu'il y a des discussions pour les relocaliser? Oui. Oui. Nous avons déjà commencé, il y a 3-4 ans déjà, nous avons commencé à parler sur la politique industrielle européenne, parce que nous sommes bien rendus compte qu'il est nécessaire d'en reparler, parce que de plus en plus de productions sont externalisées, et cela pose des problèmes, et cela pose aussi des problèmes de chômage, le problème du travail pour les gens. Et à cela, nous y travaillons. Mais évidemment, on ne peut pas obliger une multinationale, que ce soit une multinationale ou une petite entreprise, à faire quelque chose, puisque nous avons le marché. Oui. Mais nous pouvons donner des incidences, nous pouvons aussi, par le biais des services d'intérêt général, de faire des politiques où nous disons, bon, ça, ce sont des choses qui doivent être faites par le biais des États membres ou de la Commission européenne. Et c'est à cela que nous devons travailler, de définir dans quel domaine est-ce nécessaire, que voulons-nous faire. Et dans le domaine de la santé, nous avons très bien vu, c'est absolument nécessaire de le faire pour ne pas être entre les mains des multinationales non européennes ou d'États tiers qui n'ont pas toujours le même intérêt que nous avons nous-mêmes. Très bien. Et il y a cette question de jumelage des présidences, je n'ai pas très bien compris. Tu pourrais la rappeler? Oh, oui, c'était une question, c'était déjà une autre. Si la présidence de l'Allemagne à l'Union européenne et celle au Conseil de sécurité de l'ONU peut offrir des perspectives. Mais l'Allemagne, oui. Là, je dois dire, je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas si c'est l'Allemagne au Conseil de sécurité, si elle est la présidence. Justement, non, je ne pourrais pas répondre non plus. Alors, je mets une dernière que certainement on peut répondre, c'est quitte la thématique de la politique de défense, donc plus personne ne parle depuis le début de la crise sanitaire. Effectivement, on ne fait pas beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Maintenant, j'arrête les questions. Il y en a toujours qui s'inscrivent. Je suis désolée, mais… Nous avons jusqu'à 18h20 à peu près. Donc, il nous reste 5 minutes. J'espère que certaines questions seront traitées encore. Et alors, cette question quitte de la défense européenne, qu'est-ce qu'il en est? C'est une question qui est discutée très fortement dans l'Union européenne. Je crois même que la semaine prochaine, nous avons un dossier là-dessus en plénière, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Il faudrait que je vérifie. Même si dans le public, on n'en parle pas, cela ne signifie pas que ça ne se fait pas. Il y a des questions qui dans les médias se retrouvent plus fortement, bien sûr, avec la pandémie. Ce sont les questions de santé, c'est les questions d'éducation. Ce sont ces questions-là qui sont mises en avant. C'est le climat qui est très fort, ou la transition vers le numérique. Ce sont les thèmes qui sont très forts dans les médias en ce moment, mais cela ne signifie pas qu'on ne discute pas non plus les autres thèmes qui ne sont pas mis en avant. Et en question de défense, ça va très lentement, mais ça aussi parce que nous avons dans l'histoire du pays des approches très très différentes. Nous avons des pays comme la Finlande ou l'Autriche qui ont dans leur constitution la neutralité. Nous avons un pays comme l'Allemagne qui a une politique de défense qui veut dire défense de son propre pays, mais surtout pas mettre l'armée à l'extérieur. Nous avons la France qui a une toute autre approche historique, d'ailleurs, dans ces domaines-là. Et donc, mettre tous ces pays, il y a les pays
de l'Est qui ont une sacrée peur de la Russie, qui donc veulent une toute autre politique que peut-être que l'Allemagne, qui est une politique défensive. Donc, c'est une question très, très, très difficile. Et cela va durer un certain temps jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur une politique de défense commune vraiment visible. Mais nécessaire quand même, selon vous. Nécessaire, absolument nécessaire. Oui. D'accord, très bien. J'aimerais justement ouvrir le dernier chapitre de ce webinaire parce que c'est très, très important de parler de la politique, du rôle de la présidence allemande, mais je pense que c'est aussi très important de parler de la place des citoyens parce qu'on parle beaucoup du couple franco-allemand. Alors, nous avons la chance d'avoir deux experts avec nous. Geneviève, j'étais déjà introduit tout à l'heure, donc c'est vrai que la Maison de l'Europe de Toulouse est un peu l'expert en ce qui concerne les jumelages. Vous êtes très, très actif sur les jumelages. Vous avez établi un fameux guide pour tous les comités de jumelage, comment on peut inventer, innover, surtout les jumelages. Et nous avons aussi Sandra Schmidt, donc de l'Office franco-allemand pour la jeunesse avec nous. Alors, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, je crois qu'il ne faudrait pas beaucoup introduire parce que vous êtes assez connu par nos auditeurs, je suppose. Geneviève, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la place des citoyens dans cette dynamique franco-allemande? Oui, bonjour à tous, merci. Je vais introduire un petit peu d'histoire pour revenir aux fondamentaux parce que les jumelages et le franco-allemand, eh bien, c'est historique. Donc, je rappelle juste que juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est un homme nommé Jean-Marie Bresson, une figure de la résistance, qui crée une association en 1951 qui s'appelait l'Association du monde bilingue. Donc, nous revenons au culturel et aux langues et à l'importance donc de pouvoir communiquer. Et il promouvait l'éducation bilingue comme élément de compréhension entre les peuples et comme un vecteur de paix. Le premier jumelage franco-allemand est déjà en 1950, alors qu'on en parlait déjà depuis 1946. C'est Montbéliard avec Ludwigsburg qui scelle le premier jumelage franco-allemand. Et en 63, donc, par le fameux traité d'amitié, on constate qu'il y a déjà plus de 120 jumelages franco-allemands qui sont recensés. Donc, les jumelages posent pour les citoyens donc la pierre de la construction européenne par le biais donc des échanges culturels d'abord, hein, on commence comme ça, et en créant un dialogue entre les citoyens. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. On va faire très peu d'histoire, mais il était nécessaire de recommencer à se parler. Au moment de la guerre froide, les jumelages jouent aussi leur rôle et notamment en France, il y a des élus donc, qui continuent à avoir des relations avec les villes donc, de l'autre côté du rideau de fer. Et le jumelage, donc l'expression c'est les élus locaux veulent maintenir une fenêtre ouverte avec les populations qui sont derrière le mur. Et c'est en 57, donc l'âge du traité de Rome également, que l'association du monde bilingue devient la Fédération mondiale des villes jumelées, qui définit le jumelage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, ce qui est à savoir aussi, c'est que la France, finalement, est le pays qui compte le plus de jumelages, de conventions, puisqu'il y en a plus de 7000. Et la majorité des jumelages en France, eh bien, ce sont des jumelages franco-allemands. Donc, d'où l'importance, effectivement, de ces jumelages. L'organisation, elle est simple, il n'y a pas de contrainte juridique. Néanmoins, il existe un serment de jumelage qui est une espèce de charte que signent les villes, les élus, lorsque il y a un comité de jumelage formalisé. Et ils permettent effectivement aux citoyens de se rapprocher par le biais de rencontres, qu'elles soient sportives, culturelles, par des échanges. Alors, on en arrive à aujourd'hui, évidemment. Qu'est-ce que le jumelage aujourd'hui? Ça reste un outil
que j'appelle moi le terreau de la citoyenneté européenne, parce que même si c'est une approche bilatérale, eh bien, on va voir quelqu'un, même si c'est pas que l'Allemagne, évidemment, les jumelages concernent tous les pays de l'Union européenne, même au-delà, hein, puisque c'est international, c'est l'Europe qui nous intéresse aujourd'hui, et ça permet déjà d'avoir une approche de l'autre, hein, d'une autre langue, d'un autre pays, d'une autre culture, comme disait Madame Gebhardt, hein, on ne se fait pas la bise en Allemagne. J'avoue que mon premier échange, j'étais un peu interloquée, c'est vrai. Maintenant, en effet, le jumelage, eh bien, la gageure, c'est d'en faire un outil de développement, mais qui soit adapté aussi au monde d'aujourd'hui et aux programmes européens d'aujourd'hui. On a d'autres outils que le jumelage. Alors, je rappelle qu'il existe un programme qui s'appelle l'Europe pour les citoyens, qui contient un volet qui permet aux villes jumelées eh bien, d'avoir de l'argent pour faire des échanges. C'est à peu près le plus facile projet à mettre en forme au monde européen, quand on connaît la gageure de soumettre un projet européen, puisque tout est automatique, c'est le nombre de personnes par le nombre de jours, etc. Après, bien sûr, il faut bâtir un projet qui ait du sens. Ce programme va bientôt céder la place, avec la nouvelle programmation 2021-2025, à un nouveau programme qui est refondu, c'est-à-dire que le programme Europe pour les citoyens se fond dans un nouveau programme qui s'appellera Droits et valeurs, dont on a à peu près les contours et l'enveloppe financière, mais bien sûr, il n'est pas comment dire, il n'a pas beaucoup de substance en euros, en tout cas. L'important maintenant aussi, et c'est, tu le disais Michael, un peu le sujet que nous avons depuis plusieurs années, c'est faire de ces outils de jumelage quelque chose où les jeunes puissent s'impliquer pour pérenniser et pour à leur tour devenir et exercer leur citoyenneté européenne aussi dans ce cadre-là. Donc, nous avons en effet mis en place un projet qui s'appelle la jeune génération dans les jumelages au niveau de l'Occitanie et qui nous permet chaque année, donc, y compris avec l'OFAGE, et donc je vais, vous allez voir, terminer avec la jeunesse pour passer le flambeau à l'OFAGE, donc pour permettre à la jeune génération de pouvoir s'impliquer dans les jumelages. Il y a 1000 façons et ça peut commencer au niveau de classes de communes jumelées avec le fameux programme e-twinning, hein, le programme scolaire qui ne demande pas un centime pour pouvoir faire des projets. Et puis ensuite, on peut avancer et considérer aussi que le programme Erasmus+, peut permettre, par exemple, à un jeune d'aller faire un corps européen de solidarité, pourquoi pas dans la commune jumelée, dans une association ou une collectivité. Donc, c'est tout cela que nous essayons de mettre chaque année sur la table avec l'agence qui s'occupe du programme Europe pour les citoyens, en rassemblant les comités de jumelage d'Occitanie qui peuvent être présents. Je dis tout de suite que nous avons été obligés de reporter au 11 et au 12 décembre le prochain et qu'on sera peut-être forcément aussi en virtuel, nous aussi, pour parler de cela. Alors, les citoyens s'emparent de ce jumelage qui peut être tri- ou quadripartite. Hein, on peut avoir un jumelage franco-allemand, mais aussi avec un autre pays, l'Espagne, etc. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, avant de repartir sur les jeunes et de montrer les outils et de passer la parole à Sandra, c'est que le jumelage n'est pas qu'un outil culturel ou de citoyenneté européenne, il peut maintenant aujourd'hui être un outil de développement local et pas mal d'élus s'emparent également de fonds européens comme le FEDER, etc., pour développer des projets de développement local sur des problématiques communes qui peuvent être l'eau, une production ou pourquoi pas un projet culturel également, de patrimoine, etc. Donc, il y a là une mine à soutenir aussi et c'est une bonne façon d'impliquer les jeunes, soit pour participer à des actions, soit pour créer des actions dans le cadre de jumelage, hein, de prendre des responsabilités. Et puis, dernier volet pour nous, c'est-à-dire être actif dans la structure
associative ou de la commune du jumelage, prendre des responsabilités et comme ça, donc, franchir les paliers de la responsabilité et de la citoyenneté européenne active. Je dis juste qu'en effet, nous avons créé ce petit guide pratique qui est sur notre site europa-toulouse.eu. Je fais un peu de publicité, mais parce que vous pouvez y accéder gratuitement. Alors, nous l'avons fait traduire et Madame Gebhardt, en effet, on parlait des anglicismes. Au début, il s'appelait Practitioner Leitfaden. Et puis, on nous a dit bou. Donc, en fait, le guide allemand s'appelle Good Practice Guide. Donc, vous voyez, en effet, vous n'avez pas peur des anglicismes et nous avons respecté la tradition. Et je vais passer la parole à Sandra en disant, et je fais un petit coucou à Selma aussi, qui est de l'OFAGE, mais aussi de la FAFA, Fédération des associations franco-allemandes. Il existe ce guide qui s'appelle 101 idées pour l'amitié franco-allemande, où on trouve aussi des idées pour mettre en place des actions de jumelage entre jeunes. Et j'ai fini. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Geneviève, merci beaucoup. Comment ça se passe concrètement s'il y a une municipalité ou des citoyens qui habitent, des Allemands qui habitent à l'étranger, qui veulent s'investir dans un jumelage? Ils peuvent prendre contact avec vous? Alors oui, alors je peux pas tout dire, mais j'ai oublié, enfin j'ai pas oublié, j'ai pas le temps de mentionner qu'il existe quand même ce qu'on appelle la FCCRE, l'Association des conseils communes d'Europe. Alors il y a la version française, mais c'est le CCRE, Conseil des communes et régions d'Europe, qui a été également créé dans les années, je sais plus d'ailleurs, mais bon, il y a une bonne trentaine, quarantaine d'années, qui est une association donc de collectivités territoriales et de communes, et qui peut aussi appuyer, puisque nous, on est en Occitanie, mais on n'est pas la référence nationale non plus, on essaie de faire beaucoup. Donc, c'est aussi une source d'information. Ils ont un site qui est très bien fait, savoir comment monter un jumelage, qu'est-ce qu'un serment du jumelage, etc. Nous pouvons, en effet, si ça se passe en Occitanie, nous mettre en rapport avec que ce soit via Occitanie Europe, qui fait le lien à Bruxelles avec les autres agences, je dirais, régionales, pour pouvoir trouver effectivement des partenaires. Très bien, très bien. Donc, il y a des choses à faire. Madame Gebhardt, qu'est-ce que vous pensez des Städtepartnerschaften, des jumelages? Est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous étiez invité ponctuellement? Oh, je suis souvent invitée à des réunions justement de franco-allemandes parce qu'on sait que je suis française, députée allemande. Donc, évidemment, je suis invitée et j'aime bien y faire part parce que ce sont des lieux de rencontre où on voit les différences de ces sociétés, de culture, mais aussi ce qui rapproche les gens. Donc, il y a des amitiés qui se sont faites. On me parle souvent tiens, cet ami, tiens, il y a le fils d'un tel, il a épousé une fille de là-bas. Ils se sont connus justement pendant le jumelage. Alors, donc, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, dernièrement, j'ai été invitée aussi à une fête de jumelage et c'était une fête où il y avait une ville française et une ville allemande qui étaient jumelées. La ville allemande était jumelée avec une ville italienne et du coup la ville française s'est jumelée avec cette ville italienne aussi, donc ça fait vraiment européen. Alors ce sont des choses qui se passent, qui sont formidables et je vois d'ailleurs qu'il y a une certaine relance. Il y a une dizaine d'années, on avait l'impression ça baisse, l'intérêt n'est plus là, les gens qui font le travail, parce qu'il faut quelqu'un qui travaille aussi, cela, ça ne se fait pas tout seul, et commencent à vieillir, n'ont plus la force. Mais maintenant, chez les jeunes, il y a une relance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait et je trouve ça formidable. Très bien. Alors, moi, j'avoue que quand je pense à la dynamique, à la place des citoyens ou à la place des Français et des Allemands dans la dynamique franco-allemande, avant de penser au jumelage, je pense tout de suite à l'OFAGE. J'avoue, parce qu'on a monté quand même beaucoup de projets aussi avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors, Sandra, justement, donc vous dirigez le bureau à l'OFAGE de la formation professionnelle.
des échanges universitaires et puis du volontariat franco-allemand aussi, c'est ça? Tout à fait. Et avant de travailler à l'OFA, j'étais très active dans un jumelage entre la ville d'Osnabrück, qui est en Basse-Saxe, et d'Angers, qui est dans les Pays de la Loire. Et ça m'a en quelque sorte vraiment bien préparée à maintenant travailler dans une institution qui, depuis de longues années, travaille pour rapprocher les deux sociétés, à commencer par les jeunes, parce que chaque génération doit à nouveau on va dire, s'entraîner à comment mieux travailler ensemble. Et comme Madame Gebhardt a mentionné tout à l'heure dans ses propos, combien de questions sont ouvertes actuellement dans l'actualité en Europe où on devrait trouver des réponses ensemble. Il faut que chaque génération puisse s'entraîner durant sa jeunesse à trouver des moyens interculturels du dialogue, de la rencontre, et connaître un peu les spécificités des uns et des autres. Et c'est justement ça la mission de l'OFAGE, c'est de rapprocher les jeunes dans des projets concrets et leur donner des moyens de se rencontrer, de préférence vraiment concrètement et physiquement. Et actuellement, évidemment, beaucoup par des moyens techniques, Internet, des visioconférences, mais on souhaite quand même que le lien reste entre les jeunesses et que les projets ne soient pas abandonnés durant une crise qui nous occupe maintenant depuis déjà plusieurs mois et qui va malheureusement durer encore. L'OFAGE, on va le rappeler rapidement, a été créé en 1963 par les deux gouvernements dans cette optique de rapprocher les jeunes et de mettre en place des techniques, des outils pour financer des échanges et pour les accompagner d'une manière pédagogique. Et depuis sa création, l'OFAGE a touché déjà plus que 9 millions de jeunes qui ont participé d'une manière ou d'une autre dans les projets d'échange qui peuvent être très variés. On a beaucoup de projets qui touchent plutôt un public cible scolaire, mais on a des projets également dans la formation professionnelle. On soutient des jeunes, par exemple, par des bourses pour des stages pratiques. On soutient aussi des centres de formation et des lycées professionnels à créer des liens avec des institutions partenaires, parfois dans la ville partenaire, vraiment au niveau d'un jumelage, parfois dans d'autres villes, et de mener à bien des projets qui donnent aux jeunes à la fois envie d'apprendre la langue de l'autre, au moins quelques bases pour comprendre un peu à se parler, mais aussi de concrètement travailler ensemble, voir comment son propre métier qu'on aimerait bien apprendre est exercé et enseigné dans l'autre pays, voir les différences, mais aussi voir combien on est finalement très proche et combien ça fait sens de travailler, que ce soit sur le climat, sur les questions actuellement de santé ou sur d'autres sujets d'une manière vraiment intégrée. Et notre institution, l'OFAGE, est vraiment un peu un exemple de comment on travaille en bilatéral. L'OFAGE a des bureaux à Berlin et à Paris, plus une antenne à Saarbrück. On est à chaque fois des équipes mixtes. On est des Français et des Allemands qui se parlent, qui commencent une phrase en allemand et finissent en français et vice-versa. Donc, on essaye de vivre aussi un peu cet esprit de comment enseigner et comment donner envie à communiquer. Quand vous dites jeunesse, ça va jusqu'à quel âge à l'OFAGE? Ça va jusqu'à 30 ans, parfois un peu plus. 35, c'est vraiment la fin de la jeunesse, on va dire. Et souvent, on crée des frustrations à des partenaires qui disent on a plutôt des gens un peu mixtes, intergénérationnels dans nos projets. Et pour ces gens-là, maintenant, il existe un nouveau outil depuis cette année. C'est le Fonds citoyen franco-allemand qui, justement, est un moyen de trouver des financements et des soutiens à des projets qui ne touchent pas des jeunes, mais qui touchent un public très divers dans la société civile. Et maintenant, on a, avec ces deux institutions, vraiment des complémentarités qui se sont mises en place. D'accord. Alors, concrètement, un jeune Français, peut-être il y en a un qui participe actuellement, qui voudrait faire un apprentissage chez Mercedes ou chez Audi à Stuttgart, comme ça on voit la balle chez Ina qui est à Stuttgart. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut postuler auprès de l'OFAGE directement?
Pour faire son apprentissage, non. Parce qu'un apprentissage, un contrat d'apprentissage, ça se conclut avec l'entreprise. Et pour ces questions vraiment liées au monde de travail, il y a notamment la Chambre de commerce franco-allemande qui est basée à Paris, qui a ce genre de contact et qui peut aider à trouver une alternance avec une boîte allemande et ce genre de choses. Donc, l'OFAGE donne après les bourses de mobilité pour ceux qui ont un contrat ou qui sont hors contrat, qui cherchent encore et qui veulent d'abord faire un stage hors cursus. Et donc, nous, on est vraiment un facilitateur d'habitude de mobilité physique, mais là aussi beaucoup de mobilité virtuelle et de projets sur le numérique. D'accord. Et pour une jeune fille française qui voudrait faire un volontariat, qui voudrait partir à Berlin, faire un volontariat franco-allemand, elle, par contre, elle pourrait postuler directement auprès de chez vous. Absolument, et on serait très content si elle postule, parce que cette année, on a eu beaucoup plus de jeunes Allemands qui avaient envie de faire un volontariat, donc un service civique franco-allemand en France, que de jeunes Français qui ont postulé pour faire des volontariats, des missions d'engagement en Allemagne. Parfois, c'est lié aussi aux peurs. Est-ce que j'ai suffisamment de bases en allemand, en français pour me lancer là-dedans? Parce qu'un volontariat, ça dure entre 10 et 12 mois, donc c'est une longue mobilité. Mais en général, on rassure vraiment sur ce point parce qu'il y a beaucoup d'établissements d'accueil qui sont prêts même à prendre des jeunes qui ont très peu de bases ou quasiment pas de base dans la langue du partenaire. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en faire sur place. D'accord. Et dans les échanges universitaires, moi je pense d'abord à Erasmus. Je ne savais même pas que l'OFAGE donne aussi des bourses pour faire des études à l'étranger. Là aussi, c'est l'étudiant qui vous contacte. Oui, l'étudiant nous contacte, mais pas pour des bourses, pour faire des études, donc les séjours d'études. Ça, en règle générale, c'est vraiment Erasmus. Nous, on donne quelques bourses très spécifiques dans le domaine de la culture pour ceux qui veulent faire un semestre, par exemple, dans une école d'art ou une école de théâtre, des choses comme ça. Mais en règle générale, nous, c'est vraiment l'insertion professionnelle qu'on subventionne. Donc, c'est un stage obligatoire dans le cadre des études. Et on cible vraiment beaucoup les jeunes qui sont, entre guillemets, avec moins d'opportunités. Donc, les jeunes qui sont une bourse supplémentaire de l'OFAGE. D'ailleurs, c'est cumulable avec une bourse Erasmus pour les stages. Qui sans les bourses ne pourraient pas faire cette mobilité. Donc, c'est là où l'OFAGE est vraiment toute son utilité à donner des moyens aux jeunes pour pouvoir vraiment se déplacer en Europe. D'accord. Donc, on voit qu'il y a vraiment de nombreux outils pour prendre sa place dans ces dynamiques franco-allemandes. Alors, je regarde l'heure aussi et peut-être un dernier tour. Je me retourne vers Ina, mais je me retourne aussi vers Robin parce que Robin, tu as eu l'idée de transférer ce débat vers Facebook. Donc, il y a un Facebook Live. Est-ce qu'il y a des remarques sur Facebook peut-être? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as pu voir quelque chose? En fait, le Facebook Live n'a pas été activé au début, mais par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé l'enregistrement du webinaire pour le partager derrière à toutes les personnes, ce qui permettra de… Notamment, j'ai vu qu'il y avait une personne, Benoît, qui était arrivé un peu en retard. Et donc, oui, tu pourras suivre les débuts des échanges. On va voir le meilleur procédé pour pouvoir vous envoyer les échanges pour ceux qui sont arrivés en retard. Voilà. Ça aussi, c'est une question que je voudrais retourner à tous les participants. Si vous reste des questions, si vous avez envie de vous engager dans la dynamique franco-allemande, bon, vous avez maintenant les interlocuteurs, vous savez à qui il faut s'adresser. Vous pouvez aussi passer par les centres Europe Direct, justement. Donc là, vous nous connaissez, Toulouse, Prades, dans les Pyrénées, Nîmes, vous pouvez nous contacter, on va relayer vos questions, on va essayer de répondre à toutes vos interrogations, même dans 2-3 jours, si une question vous vient à l'esprit. Ina, et à Stuttgart. Et à Stuttgart, bien sûr, mais Ina, pour Stuttgart, il faudrait parler allemand quand même un tout petit peu, non? Ja, ich kann auch was auf Deutsch sagen. Es sind ja einige Zuhörerinnen dabei.
Und ja, ich freue mich, dass es alles so wunderbar geklappt hat, auch über das große Interesse. Es waren jetzt keine deutschen Fragen. Okay. Zumindest habe ich die alle auf Französisch vorlesen können. Je n'ai pas oublié, je voudrais aussi rappeler que c'est le premier webinaire que nous faisons sur la présidence allemande. Il y aura un deuxième et celui-là sera en langue allemande. Ce serait justement toi qui vas l'organiser, Ina. La date, ce serait quand? Ce sera le 10, non, le 10 novembre. Si vous regardez le 10 novembre, si vous regardez sur nos sites internet, ce sera le deuxième webinaire, mais aussi il faut dire que nous, l'Europazentrum Baden-Württemberg à Stuttgart, nous organisons beaucoup de manifestations sur la présidence allemande, évidemment, parce que c'est le sujet mais en ce moment qui est prioritaire, quoi. Et oui, j'espère que vous allez nous joindre le 10 novembre, même si c'est en allemand. On pourrait faire un petit aide pour les traductions si c'est nécessaire. Et là, je n'ai plus de questions, seulement celle-là que Robin a déjà posée sur le site où est-ce qu'on peut regarder l'enregistrement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir et qui voudront regarder notre enregistrement après. Et là, je profite de l'occasion d'avoir la parole pour dire au revoir à tout le monde et pour remercier Madame Gebhardt, Geneviève Saint-Hubert et Sandra Schmidt, évidemment Robin Alves et Michael Stange de la coopération. J'espère que ce ne serait pas la dernière, puisque c'était la première aujourd'hui, qu'on aura encore souvent l'occasion de discuter ou en français ou en allemand sur les sujets européens, parce que je trouve que c'est important aussi. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Ina. Et je voudrais donner un mot de la fin à Evelyne Gebhardt. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'a fait beaucoup plaisir. Et je pense que justement le franco-allemand, c'est quelque chose que je vis tous les jours et qui est quelque chose de formidable. Moi, je dis toujours, l'Europe, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce que nous avons fait dans toute notre histoire. Et dernièrement, j'ai discuté avec un collègue qui m'a dit, mais écoute, nous parlons toujours de la normalité européenne, mais cette normalité, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que la normalité dans l'histoire, c'est la guerre. Et nous sommes arrivés à faire le contraire. Et c'est, je pense, cela que nous devons toujours remettre sur la table et dire clairement, nous devons tout faire pour garder cette Union européenne, pour l'améliorer, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on ne peut pas faire mieux pour le moment, mais on peut faire mieux dans l'avenir. Et c'est à cela que nous continuons à travailler. Donc, merci pour cette occasion. Merci beaucoup. Merci à Geneviève, Europe Direct Toulouse. Merci à Robin, Europe Direct Pyrénées. Merci beaucoup à Sandra, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ina, merci beaucoup pour ton excellent français en tant qu'allemande, pour toutes les questions que tu nous as, dont tu nous as fait part. Nous avons l'adresse de tous les participants. Je vous propose que fin de la semaine, on vous envoie un petit mail avec tous les liens qui ont été mis dans le chat où vous pouvez trouver plus d'informations. Voilà. Merci et bonne soirée.